Je vais être rejoint par Olivier Bon, cofondateur de l'Experimental Group, Sharon Braca d'Hotel Cloud et Sarah Roy, Communication Manager chez Airbnb. Et Michel de Rovira, tu me disais qu'il arrivait, qui arrive dès qu'il aura posé son manteau. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'innovation au travers de ces deux tables rondes. Bonjour. Cette innovation, c'est un élément effectivement qui est déterminant. Il y a un certain nombre d'entre vous, à tous les niveaux, que ce soit en amont dans le développement, dans la construction, que ce soit dans le financement du secteur, que ce soit effectivement dans le développement de nouveaux concepts ou dans tout ce qui est effectivement périphérique, on peut trouver effectivement des sources d'inspiration. On en discutait tout à l'heure en aparté. Sharon Braca me disait effectivement que cette inspiration, elle devait venir, elle devait aussi sortir de l'hôtellerie traditionnelle et de la façon dont on l'appréhendait et pouvoir s'inspirer d'autres acteurs du secteur. Alors, en introduction, aujourd'hui, l'hôtellerie, puisqu'on parle d'une thématique révolution numérique et économie collaborative, la fin de l'hôtellerie, comment innover pour survivre? Alors aujourd'hui, donc il y a des points d'interrogation quand même, la fin de l'hôtellerie. On peut se poser cette question, c'est un vrai enjeu. Comment innover pour survivre? Alors je me suis posé la question déjà de savoir est-ce qu'on devait survivre dans l'hôtellerie, comment ça se passait. Globalement, on voit au travers de nos observatoires que 2013 a été une année de stagnation dans le secteur, que 2014 a été une année un petit peu mitigée, qu'on attendait meilleure, mais sur lesquelles les catégories super économiques et économiques ont un petit peu souffert, sur lesquelles le segment de milieu de gamme et de luxe a stagné, et le haut de gamme, lui, a progressé. Alors, il y a un certain nombre de facteurs qui sont venus compliquer le début de l'année 2015, notamment sur Paris avec les attentats, notamment avec des éléments comme la crise russe qui sont venus tasser les performances, mais globalement, l'hôtellerie reste un secteur effectivement qui se porte pas trop mal, même si, bien évidemment, il est soumis à un certain nombre de facteurs influençant son activité. Pour autant, l'hôtellerie est en train de négocier un virage en épingle. Nous avons travaillé il y a pas très loin en 2007, pour le compte d'Atout France, sur une réflexion sur c'est quoi l'innovation dans le secteur de l'hôtellerie. Comme Atout France voulait actualiser ce dossier, je l'ai relu et je me suis rendu compte qu'en 2007, Booking n'existait pas, Airbnb n'existait pas, TripAdvisor faisait ses débuts, et donc il y a eu une révolution sur ces 5 à 10 dernières années qui a été particulièrement rapide et qui a eu comme incidence de voir des nouveaux canaux de distribution apparaître, voir effectivement la prédominance Internet, et là on a des acteurs effectivement qui pourront en témoigner, voir l'émergence de nouveaux concepts, OCO bien évidemment, mais des concepts tels que Mama Shelter, ou dans tous les groupes hôteliers également, on retrouve de nouvelles marques, lifestyle, tout un tas de choses. Donc les hôteliers doivent effectivement s'adapter et se réinventer pour pouvoir faire évoluer un petit peu leurs produits, leurs concepts, leurs marques, leur façon d'appréhender leurs relations vis-à-vis du client. Alors aujourd'hui, on a des invités avec des profils assez variés. On va parler d'immobilier et de concepts, on va parler notamment de ces concepts en termes de restauration qui ont pour certains émergé il y a quelques temps avec des choses qui sont très fortes. On va parler de ce qui peut se passer dans des secteurs connexes réellement à l'hôtellerie, et est-ce qu'il y a des idées qu'on peut s'approprier dans le développement d'un secteur qui était peut-être un peu plus traditionnel et sur lesquels vous avez réussi à faire bouger les codes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut adapter au travers du communautaire, des réseaux sociaux à l'hôtellerie?
Réseaux sociaux va nous amener un petit peu à la dématérialisation, à des éléments notamment de e-conciergerie qui étaient déjà présents, mais sur lesquels aujourd'hui on peut avoir une nouvelle approche de la conciergerie dans l'hôtellerie. Et puis on parlera du service, on parlera de l'hospitalité vis-à-vis des clients. Alors, pour commencer par la question des concepts, la restauration, on voit effectivement émerger de nouveaux concepts. On voit tout un tas de choses. The Experimental Group, vous contribuez à cette évolution. Alors, je vous laisse un petit peu vous présenter et puis on rentrera dans le sujet. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Bon, je suis cofondateur d'un groupe de restauration qui est un petit groupe qui a commencé en 2007 par des bars à cocktails en fait, puis qui s'est tourné vers la restauration, puis des bars à vin pour maîtriser un peu toute l'offre, sur autant que ça soit donc dans les boissons, les spiritueux et le vin, jusque dans l'assiette. Depuis maintenant 2 ans, nous avons essayé de tourner le groupe vers l'hôtellerie. Nous avons ouvert cette année, donc en mars, un hôtel qui s'appelle le Grand Pigalle Hotel, qui est dans le 9e, qui est je touche du bois, mais qui a un succès commercial, et notamment parce que nous proposons différents services avec un bar, restaurant en bas, où c'est vraiment un lieu de vie, où on a des cocktails, on a du vin, on a des sommeliers, on a des assiettes, des plats partagés, un petit déjeuner sympa, un brunch le dimanche, vraiment un lieu de vie, et qui a vraiment déteint sur la vie des chambres, puisqu'il y a vraiment une interaction entre les chambres et le bar, puisque quasiment tous les clients boivent un verre au bar avant le dîner ou après le dîner, ou dînent sur place et commandent même souvent, donc en room service, des cocktails, une bouteille de vin. Voilà, il y a une vraie interaction, et c'était une de nos réflexions. On n'était pas du tout des hôteliers, on a eu vraiment une démarche de consommateur. Voilà. C'est à peu près tout. On a aussi notre groupe est maintenant présent à New York et à Londres, avec plusieurs bars et restaurants, avec l'objectif à terme d'ouvrir un hôtel à Londres l'année prochaine. Et on travaille déjà sur un nouveau projet à Paris, d'un plus grand hôtel, avec évidemment des parties communes pour créer, encore une fois, un lieu de vie autour des chambres. Voilà. Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. La déco est un élément hyper important, ça c'est sûr, mais c'est pas le seul élément, puisqu'on voit bien que c'est une nouvelle génération de boutiques hôtels qui a commencé il y a quelques années à Paris. Ça fait émerger des hôtels très sympas, avec des jolies couleurs, la jolie déco, du design, du mobilier design, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il y a une vie dans les parties communes. Donc il faut effectivement faut du service, ça c'est très important pour nous. Donc avoir des gens formés, des gens qui ont le sourire, un accueil permanent des clients. Et puis après, il faut une offre. Aujourd'hui, alors je parle de Paris, c'est le cas aussi en province. Là, c'est très concurrentiel au niveau de l'offre sur les produits. Donc il faut apporter dans l'assiette et dans les verres la même intention que ce qu'on apporte dans les chambres. Donc vraiment des produits de qualité. Il faut toujours essayer d'aller plus loin. Il faut essayer de chercher quel est le produit que les gens vont avoir envie de manger, quelle est la nouvelle tendance sur les cocktails, quelle est la nouvelle tendance sur le vin. Et il faut jamais se laisser aller. On peut pas, ça ne marcherait pas si on offrait simplement une machine à café basique et puis 5 bouteilles de vin. On essaye de comment dire, si je sortais le restaurant de l'hôtel, c'est un restaurant qui pourrait vraiment fonctionner seul, et qui a vraiment une vie à part entière, et qui attire les clients parisiens, qui attire une clientèle locale. Et ça, c'est vraiment très important. Et il faut vraiment, après, il y a plein d'éléments. C'est l'éclairage, c'est l'ambiance musicale. Enfin, c'est un hôtel, ça se remplit de manière un peu mathématique parfois. Un restaurant, il y a vraiment une alchimie, effectivement, comme vous le dites, et c'est pas toujours évident à trouver. Voilà. Parce que cette alchimie, aujourd'hui, on voit des concepts. J'évoquais tout à l'heure Mama Shelter. Mama Shelter est assez
Oui, encore une fois, je pense que c'est le. En fait, il faut jamais se laisser aller dans la restauration. C'est-à-dire, il faut toujours savoir ce qui se passe partout. Ça va très vite aujourd'hui. Un client qui s'assoit à votre table, il a probablement déjà mangé dans le Resto Cool de New York la semaine dernière et dans le Resto Cool de Londres la semaine d'avant. Il a regardé son Instagram et il sait exactement quels plats sont servis dans tel endroit. Il sait que les gens cool en ce moment vont à tel endroit. Et donc, il sait déjà tout. Il est déjà en avance sur vous, en fait. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais se reposer. Il faut toujours essayer d'être à la pointe de ce qui se fait en termes gastronomiques et en termes d'offres. Et un endroit comme le Mama Shelter, je pense que ils ont carrément créé un hôtel autour d'un restaurant, ça c'est une certitude. Et c'est un peu la référence en France parce qu'effectivement il y a un chiffre d'affaires qui est énorme au restaurant et ça a créé, je pense que ça aurait été difficile de remplir des chambres là où ils sont placés sans des parties communes vivantes. Mais en fait, dans le reste du monde, dans les grandes villes, c'est pas un phénomène nouveau, quoi. On le voit à New York, l'hôtel dont vous parlez, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, c'est leur business model, quoi. C'est vraiment, il faut que les parties communes vivent, il faut qu'il y ait du chiffre d'affaires en bas, et ça crée. L'hôtel n'existerait pas sans ça, quoi. Voilà. Michel de Rovira, donc cofondateur de Michel et Augustin, je veux bien que vous nous présentiez un petit peu justement l'histoire et le succès de Michel et Augustin. Bonjour à tous, moi, je suis ravi d'être là et c'est très beau comme toujours chez Oco. Donc, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Augustin et moi, on a monté une boîte qui s'appelle Michel et Augustin il y a 10 ans, donc dans l'agroalimentaire. On vend concrètement des petits biscuits, des yaourts et autres boissons dans différents réseaux, chez Monoprix, en grande distribution et chez un certain nombre de partenaires dans ce qu'on appelle la restauration hors foyer. Je pense que personne n'avait besoin qu'il y ait une marque de plus de biscuits, de yaourts, puisque entre Danone, Nestlé, Bonne Maman, La Mère Poulard, Traumad, et je pourrais continuer une liste très longue, je pense qu'à peu près tous les besoins possibles et imaginables avaient été couverts par ces fabricants. Et ce qu'on a cherché à faire avec Augustin depuis 10 ans, c'est de justement montrer que même si Danone, Nestlé d'un côté faisaient un excellent boulot sur une marque portée par une institution, tout un discours sur la diététique, ce genre de choses, même si Bonne Maman, La Mère Poulard, Traumad et beaucoup d'autres faisaient un travail remarquable sur la nostalgie, sur le côté un peu terroir, le côté régional, la qualité des ingrédients qui viennent de Normandie ou de Bretagne, finalement il y avait peut-être quelque chose de nouveau, d'un peu rupturiste sur ce marché, qui était finalement d'abord de revenir à des basiques. Nous, notre première préoccupation, c'est le goût. Là, peut-être que l'industrie agroalimentaire l'avait un peu oublié. Et donc, nous, on a un maître à penser qui était Lionel Poilane, le fondateur, le créateur des Miches Poilane, qui parlait de rétro-innovation. Et nous, finalement, le premier produit qu'on a lancé, c'est des sablés. C'est pas le produit le plus innové, c'est pas la plus belle innovation de l'industrie agroalimentaire des 20 dernières années, mais je crois que on est revenu avec un produit très très basique et une promesse qui répondait à des attentes assez naturelles. C'est que quand on va dans un restaurant ou quand on mange un petit paquet de biscuits, c'est avant tout pour se faire plaisir, et je crois qu'une partie de l'industrie agroalimentaire l'avait oublié. L'autre axe qui pour nous était très important, c'est de dire, face à des institutions qui sont très froides, qui sont des très belles marques, qui sont là depuis toujours, que ce soit les Danone, les Nestlé, les Unilever ou autres, finalement, un petit supplément d'âme, une aventure partagée avec le consommateur ou des passionnés de gastronomie qui parlent à d'autres passionnés. Et donc, Augustin et moi, une équipe qu'on appelle les Trublions, qui raconte tout simplement l'histoire qu'ils vivent avec passion, avec enthousiasme. Finalement, c'est un message qui est très très différent du discours un peu pompeux qu'on trouve habituellement sur un paquet de biscuits, où on vous dit ce biscuit au chocolat est le meilleur du monde parce qu'il a été fabriqué avec des fèves de cacao qui viennent du fin fond de la Côte d'Ivoire.
Voilà. Donc ce discours un peu pompeux, un peu trop cadré finalement d'un certain nombre de grosses boîtes ou de petites marques, finalement ne parle plus à un consommateur ou ne parlait peut-être pas à tous les consommateurs, et certains consommateurs je crois, partagent véritablement notre passion pour la gastronomie, partagent notre histoire de dire c'est possible de créer une boîte en France, partagent l'envie de secouer un peu le cocotier, l'envie de faire bouger les lignes. Et donc on les fait bouger par le goût avant tout, on les fait bouger par une naturalité maximale, de dire j'ai envie d'acheter des produits où je comprends ce que je mange, où je comprends la liste d'ingrédients. Et puis en plus, si finalement cette marque ou ce produit peut me décrocher un petit sourire parce qu'ils vont me raconter une histoire, ils vont partager leur passion, et bien finalement ce n'est que du plus. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on essaie de construire l'aventure Michel et Augustin. On a en plus cette chance de dire notre préoccupation, c'est de créer véritablement cette connexion avec le consommateur. On s'est créé en 2005. Et de 2005 à aujourd'hui, on a eu la chance exceptionnelle que les réseaux sociaux se développent à une vitesse exponentielle. Et c'était finalement le meilleur moyen pour nous de communiquer simplement notre passion. Le développement de YouTube est le meilleur moyen pour nous de dire, jeudi, on va faire passer des tests pour qu'une quinzaine de personnes de la boîte puissent préparer leur CAP pâtissier pendant toute l'année, passer l'examen en juin et rejoindre le reste de l'équipe qui est déjà diplômée d'un CAP de pâtissier. Raconter cette histoire, c'est beaucoup plus facile avec quelques vidéos sur YouTube que de juste effleurer le sujet comme je le fais. Donc, retrouvez toute l'histoire sur YouTube. Alors, je ne vous connaissais pas très bien, je connaissais les produits, mais du coup, j'ai passé un peu de temps sur Internet pour me dire c'est quoi Michel et Augustin réellement. J'ai été vraiment surpris et effectivement vous parliez de sourire, il y a quelques trucs qui m'ont bien fait rigoler. L'épopée Starbucks de Charlotte et Hassan, je trouve qu'il y a des idées où effectivement vous avez cassé les codes de la communication traditionnelle comme vous en parliez dans l'agroalimentaire. Vous pouvez nous donner quelques chiffres justement sur cette dimension communautaire qui vous suit, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des instruments de mesure ou de benchmark? Tout ça est encore très émergent pour nous en tout cas, parce que donc je crois qu'il y a un très gros dynamisme de notre communauté. Il y a 20 000 personnes qui nous suivent sur Twitter, 140 000 sur Facebook. Donc ça reste des petits chiffres en soi, puisque Oasis a 2 millions de fans sur Facebook. Donc on en a 140 000. On va pas crier victoire face à Oasis, mais je crois qu'il y a un élément de mesure qui nous intéresse beaucoup et qui, je crois, intéresse la plupart des gens qui suivent les communautés, c'est le taux d'engagement de ces communautés. C'est-à-dire de dire, finalement, vous avez 2 millions de personnes qui suivent Oasis, mais quelle est leur implication? C'est-à-dire que est-ce qu'ils ont appuyé une fois dans leur vie sur I like Oasis et depuis ils regardent avec consternation les petits dessins qui leur sont envoyés au fur et à mesure, ou est-ce qu'ils sont engagés, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un certain nombre de messages de la page qu'ils aiment, donc par exemple Michel et Augustin, et ils vont le faire suivre à des amis, ils vont réagir dessus, ils vont partager, ils vont commenter, et ça c'est un élément sur lequel on a des éléments de mesure qui existent, ça s'appelle le taux d'engagement, et assez simplement, nous on a un taux d'engagement de 7%, là où la plupart des pages de marques en France est aux alentours de 1%. Alors, et assez simplement, je crois que ça correspond à on a quelque chose à raconter. Parce que la marque Michel Augustin, je crois, a une posture. Toute l'équipe est passionnée de gastronomie. Enfin, si toute l'équipe est en train de passer son CAP de pâtissier, c'est que je crois qu'on se sent porté par une mission qui est de dire on veut faire revenir le goût au cœur de nos assiettes, on veut faire revenir une certaine vision de la gastronomie française. Et au-delà, on veut porter cette gastronomie française, pas seulement dans les grandes villes de France, mais dans toutes les grandes capitales mondiales. Et c'est là où l'épopée, c'est gentil d'appeler ça l'épopée, qu'on a vécu avec Starbucks, est pour nous un moyen effectivement de raconter de l'intérieur
cette petite aventure un peu rocambolesque qu'on a vécue avec Starbucks, où je vous le résume en une seconde. En 10 jours, Starbucks US a décidé de référencer nos produits partout dans le monde, alors que ça faisait 10 ans qu'on essayait de convaincre les équipes de Starbucks France de bien vouloir prendre nos produits. Et donc c'est raconté par petits films, par Charlotte et Hassan. Voilà. Mais donc forcément, ce qu'on a fait sur ces 10 jours, Danone, Nestlé, Unilever ou d'autres ont du mal à le faire parce que, d'abord parce qu'ils n'ont peut-être pas cette intuition de vouloir raconter de l'intérieur leur histoire, et peut-être pas non plus l'intention d'être aussi transparent sur les succès et les échecs qu'ils vivent. Et donc là, le coup de bol, c'était un succès, mais on racontera également des échecs, puisqu'il y en a tous les jours. On vous en souhaite pas trop. On commence à parler effectivement de cet aspect de dématérialisation de réseaux sociaux. Hotel Cloud, vous êtes en plein dans le cœur du sujet. Encore, vous pouvez présenter un petit peu. Alors en 2015, aux États-Unis, le consommateur moyen aura passé 198 minutes par jour sur des applications, plus que 160 minutes par jour devant son téléviseur. On est aujourd'hui 4 milliards à renouveler notre mobile tous les 2 ans. Et pendant ce temps, 1,7 milliard uniquement d'ordinateurs se renouvelaient tous les 4 à 5 ans. On dit que mobile is the new sun. C'est un petit peu ça qu'il faut aujourd'hui regarder. Le monde est en train de changer. On est tous d'accord qu'on est en train de vivre une véritable révolution technologique et une innovation qui arrive dans toutes les industries. Et le point commun entre Olivier, Michel, Sarah et moi, c'est qu'on s'adresse tous aux mêmes personnes aujourd'hui. On s'adresse tous à une génération qui aura été native du digital, la génération Y comme on l'appelle, les millennials, qui sont nés entre 1980 et 2000 et qui sont nés avec un smartphone, pas tout à fait dans la main, mais en tout cas, vers leurs 15 ans, ils ont tous eu un petit smartphone dans la main. Et finalement, si aujourd'hui on veut parler d'innovation, il faut se rendre compte que cette innovation, elle n'est pas drivée par les industries elles-mêmes, mais elle est drivée par les consommateurs qui demandent, qui ont des attentes au quotidien dans leur vie, que ce soit pour se déplacer, pour manger, pour voyager. Donc moi, je suis Sharon Vraca, associée et directrice des opérations chez Hotel Cloud. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Hotel Cloud pour tous ces gens ? Donc nous, on a une vision qui est née il y a 4 ans et demi, celle d'apporter de la convenience et une facilité aux voyageurs qui ont un mobile sur eux et qui finalement se trouvent un peu dépourvus lorsqu'ils séjournent à l'hôtel et qui se sentent un peu moins bien que chez eux parce que finalement, ils ont un peu moins de facilité à découvrir l'environnement, les services qui les entourent et qui ont envie finalement d'avoir accès en un clic à un panel de services et qui ont cette facilité à communiquer aujourd'hui via leur smartphone avec leurs amis, avec leur famille, avec finalement les habitudes de consommation changent, les modes de consommation changent et finalement dans l'hôtellerie, cette industrie un peu traditionnelle, on se sent un peu dépourvu, un peu moins en confort dans sa chambre et très clairement, avec la barrière de la langue, avec la difficulté à découvrir l'environnement, on se sent un petit peu dépourvu et on n'arrive pas vraiment à accéder aux services facilement. Donc chez Hotel Cloud, très pratiquement, on développe des applications de conciergerie digitale pour hôtels, appartements en location meublée, mais également entreprises, où finalement la proposition de valeur, c'est d'accéder en un clic à tout ce qui vous entoure, sans friction, et avec toute la convenience que peut apporter aujourd'hui la technologie. Donc certaines industries ont déjà été révolutionnaires à ce sujet et elles ne sont pas si vieilles. Pour en citer quelques-unes, on peut citer l'industrie du transport avec Uber ou l'industrie de l'hospitality avec Airbnb, qui ont compris en fait les attentes des consommateurs. Et c'est ça qui est très important aujourd'hui, c'est de comprendre que l'innovation et la disruption doivent toujours être drivées par les attentes de celui qui va consommer votre service à la fin. Voilà un petit peu pour la présentation générale. Justement, on parle de conciergerie digitale. Lorsqu'on s'adresse effectivement à des hôtes Airbnb, on comprend bien qu'on a un appartement en location, on ne va pas dédier un concierge à ça. Donc la logique de marché me paraissait assez naturelle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'apporte Hotel Cloud à un outil? Je vais sur votre site, par exemple, avec la Rose.
Alors pour citer la Villa Belle-Rose, c'est le concierge de l'hôtel qui nous a contactés parce qu'il a besoin d'une application. Alors pourquoi ? Donc la conciergerie, et je le dis assez souvent, c'est une réponse. C'est une réponse à la rencontre imparfaite entre une offre et une demande. Donc la conciergerie, c'est une sorte d'institution qui a été créée parce qu'il se trouve qu'il y avait des gens qui avaient besoin de quelque chose et d'autres qui pouvaient leur proposer, mais finalement la rencontre n'était pas simple et pas intuitive. Et du coup, il a fallu mettre en place quelque chose. Et pourtant, aujourd'hui, il y a une autre réponse qui finalement peut, en tout cas à certains égards, se débarrasser de cet intermédiaire. C'est la technologie. Pourquoi ? La technologie, elle apporte beaucoup de choses. D'abord, elle apporte, et via des applications bien sûr, elle apporte donc la connaissance. La connaissance avec toute la facilité. Donc aujourd'hui, discuter avec un concierge pour essayer de comprendre où est-ce qu'on va aller dîner le soir, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de photo, a priori, parce que la rapidité avec laquelle il peut vous connaître déjà, qui vous êtes, quel âge vous avez, qu'est-ce que vous avez envie de manger, quelle ambiance vous aimez. Et pourtant, avec la technologie, avec 4 filtres, on arrive à trouver le restaurant qui va nous plaire. Donc déjà, la technologie, elle apporte cette connaissance plus rapide et plus intuitive. Alors après, elle apporte aussi l'absence de friction. Qu'est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'appeler son concierge ? Il est peut-être occupé à parler à quelqu'un d'autre. Il va vous dire « Attendez, je reviens vers vous ». Il va appeler, il va passer une réservation, il va vous la confirmer. Vous n'êtes peut-être pas là, vous avez peut-être votre téléphone, etc. C'est compliqué. Donc l'absence de friction, l'instantanéité, et c'est aujourd'hui ce que tout le monde recherche, l'instantanéité. Après, il y a également la facilité de paiement, et ça c'est aussi une énorme friction, et c'est aussi quelque chose dont on ne se pose plus la question aujourd'hui, avec Amazon, Uber, le fait que notre carte bleue est storée, et qu'on va réussir à pouvoir en un clic accéder au service, avoir son reçu propre dans ses emails. Pour beaucoup de raisons, c'est quand même plus simple. Mais attention, la technologie, elle est là pour pallier à cette friction, mais l'humain reste essentiel. Et pourquoi est-ce que ce sont les concierges aujourd'hui, en grande partie, qui nous contactent pour adopter Hotel Cloud ? C'est tout simplement parce qu'ils ont compris que la vraie force du concierge aujourd'hui, c'est l'humain, c'est l'expertise locale. Et c'est sur ça aujourd'hui qu'ils vont capitaliser. Donc c'est sur ça aujourd'hui qu'ils vont apporter de la valeur à la personne qui va être en face d'eux. Mais non pas en essayant de dire comment est-ce que vous voulez payer, par carte bleue, est-ce que je mets ça sur le check-out, voilà, on accepte, il va falloir que vous payiez directement au transport parce que moi je ne peux pas accepter l'argent, etc. Tout ça aujourd'hui, ce sont des considérations qu'on ne veut plus avoir. Mais le concierge est aujourd'hui un de nos meilleurs alliés chez Hotel Cloud et a compris qu'il y a énormément de frictions dont on peut pallier avec la technologie, tout simplement. Oui, alors ça c'est un très grand sujet, c'est très important. C'est déjà de savoir que, évidemment, on casse le lien. Donc du coup, l'hôtel n'est peut-être plus garant à 100% effectivement de l'expérience qu'on va proposer au client, puisqu'on va rediriger le client final vers des prestataires externes. Alors, on se base sur quoi ? On se base sur la communauté. On se base sur les feedbacks, on se base sur les reviews. Et un mauvais feedback va faire en sorte que le prestataire ne va plus être partenaire, 1, 2, 3, etc. Aujourd'hui, la force de l'applicatif et la force du digital, c'est la force de la communauté qui est derrière et qui va faire en sorte que, avec le temps et de toutes les façons, c'est la vérité qui va apparaître. Et ce ne seront que les meilleurs qui resteront sur la plateforme. Alors, on ne peut pas empêcher certains couacs dans toutes les industries et dans toutes les marketplaces. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est une équipe derrière qui est motivée à proposer aux utilisateurs une plateforme de qualité, en sachant que, in fine, en ayant un système propre de review, etc., on va réussir à faire éclater la vérité au grand jour. Parfait, merci. Sarah Roy, Airbnb, je pense que certains vous connaissent déjà un petit peu, son utilisateur peut-être remettre quelques éléments en place en termes de présentation de concept.
Tout à fait. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Sarah Roy, je suis directrice de la communication chez Airbnb en France. Airbnb n'est pas présent juste en France, mais c'est un marché, un pays qui est très important sur la plateforme. Donc aujourd'hui, Airbnb, c'est 1,5 million de logements dans le monde. Alors, ce n'est pas 1,5 million de logements qui sont dédiés à de l'hébergement, puisque Airbnb, la proposition, vraiment la mission d'Airbnb, c'est de permettre à des personnes qui ont leur résidence principale ou une résidence secondaire et de la mettre à disposition de voyageurs qui veulent une expérience plus locale dans le monde entier et donc de les mettre en relation avec cette dimension sans friction que tu évoquais juste avant, avec des facilités de paiement, de communication et des garanties des sécurités pour pouvoir vraiment permettre à ces personnes dont ce n'est pas le métier de pouvoir s'accueillir l'une l'autre et de passer un bon séjour en vacances n'importe où dans le monde. Donc, comme je disais, c'est 1,5 million de logements dans le monde, c'est 150 000 logements en France et en tout, depuis la création du service en 2008, plus de 50 millions de personnes ont séjourné avec Airbnb dans le monde, toujours sur ce même modèle qui n'a pas évolué depuis la création du service à San Francisco par deux de nos 3 cofondateurs qui ont eu cette idée. Donc, ils ont été les premiers utilisateurs, les cobayes Airbnb, de mettre à disposition leur salon à des voyageurs qui étaient venus à San Francisco pour une conférence de design. Et avec qui du coup ils ont partagé quelques nuitées et qui leur ont fait découvrir San Francisco avec leurs bonnes adresses, leurs restaurants fétiches et vraiment fort de cette première expérience se sont dit qu'il y avait là un concept à développer. Effectivement, quelques années plus tard, je pense que le concept résonne assez bien et partout dans le monde. C'est ça qui est intéressant, je pense que l'hospitalité est quelque chose de très culturel aussi et il y a un vrai défi pour nous de pouvoir permettre d'avoir une expérience qui est la même partout dans le monde, mais qui est aussi vraiment personnalisée en fonction des cultures et en fonction des contextes de chaque pays. C'est effectivement un challenge quand on est une entreprise en pleine croissance. Et là encore, il y a pas mal de choses qui ont été faites dès le début et qui sont répliquées, amplifiées, mais dont l'ADN en lui-même ne change pas. Un des premiers conseils dont ont bénéficié nos fondateurs par certains de leurs mentors, c'est d'aller au plus proche de leur communauté. Et je pense que là, on retrouve un peu un ADN commun aussi. C'est vraiment d'écouter sa communauté, d'essayer de comprendre de quoi ils avaient besoin en termes d'outils. Donc déjà, il y a un premier volet qui est un volet technologique. Comment pouvoir assurer la transaction, comment pouvoir garantir la transaction. Il y a là des innovations toutes simples qui ont été faites, qui est celle de garantir le paiement, c'est-à-dire qu'au moment de la réservation, le voyageur est débité, mais ensuite l'hôte ne reçoit l'argent que 24 heures après l'arrivée dans les lieux du voyageur, ce qui permet déjà de sécuriser et d'éviter toute fraude parce que du coup la personne ne toucherait jamais son argent. Donc ça paraît simple, mais c'est le type d'innovation qui a permis au service de se développer. Il y a évidemment toute la dimension communautaire, donc une mauvaise expérience est directement sanctionnée par le biais des étoiles et des commentaires, et c'est un petit peu la garantie que l'annonce ne recevra plus d'autres voyageurs. Et dès l'instant que vous agissez sur Airbnb, vous n'êtes pas caché derrière un pseudo, c'est votre photo, c'est votre hébergement, donc votre annonce, vous y tenez, et pour que ça se passe bien, il faut que l'expérience fournie soit bonne pour vraiment construire ce profil. Il y a vraiment une fierté chez nos hôtes de construire commentaire après commentaire leur profil Airbnb. Il y a eu tout un débat ces dernières années sur comment aussi construire son identité numérique à partir des différents services qu'on utilise. On a vu des personnes qui ont mis leur profil Airbnb sur leur CV. Alors c'est peut-être un peu tirer le trait, mais pour montrer qu'il y a vraiment une dimension de créer son annonce, de gérer son annonce pour que évidemment l'expérience qu'on fournit soit la meilleure possible. Effectivement, ça peut arriver que ce soit pas le cas, comme dans toute industrie, on fait tout pour que ce soit pas le cas, mais ça peut arriver. Donc c'est sanctionné du côté du voyageur par des commentaires, mais aussi chez nous par une équipe de service client. C'est quelque chose qu'on évoque assez peu, mais aujourd'hui notre plus grosse équipe, c'est notre équipe de service client partout dans le monde, parce qu'évidemment quand on voyage, on peut être français, mais se trouver à Shanghai, on a besoin que quelqu'un puisse répondre au moment où un problème peut surgir. Donc voilà aussi.
Mais tout ça pour dire qu'il y a on n'a pas inventé la location de vacances, c'est quelque chose qui existait déjà. Mais là où avant vous trouviez les coordonnées téléphone et mail de quelqu'un et vous vous débrouillez tout seul, là il y a une vraie dimension d'accompagnement au moment de la transaction, mais aussi au moment du voyage. Donc effectivement dans le cadre d'expériences qui pourraient rencontrer des problèmes. Et encore une fois, vu que les personnes qui vous hébergent ne sont pas des professionnels, ça peut arriver que vous ayez un dégât des eaux chez vous et que vous ne puissiez pas accueillir la personne. Bah, voilà, on a besoin de pouvoir nous assister hôtes et voyageurs dans ce genre de conditions et de pouvoir les aider à arranger la situation si besoin. Donc c'est vraiment tout ce volet technologique mais aussi humain, hein, l'équipe qui gère toutes ces relations, qui viennent sécuriser la plateforme. Et après il y a des fonctionnalités plus classiques comme la garantie haute qu'on a mis en place au fur et à mesure aussi, qui couvre aujourd'hui les logements à hauteur d'1 million d'euros, 1 million de dollars, pardon, 800 000 euros, et donc qui apporte pas mal de tranquillité d'esprit pour nos hôtes partout dans le monde. Oui, tout à fait. Alors c'est un événement, l'Airbnb Open, c'est un peu notre conférence annuelle dans laquelle on réunit notre communauté d'hôtes, donc c'est vraiment plus à destination de nos hôtes que de nos voyageurs. Ça part d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui Airbnb fournit la technologie, on fournit l'outil pour créer son annonce, pouvoir la gérer, pouvoir l'encadrer, la sécuriser, mais ce sont nos hôtes qui vont fournir l'expérience aux voyageurs. Et c'est vraiment du coup crucial dans notre développement de continuer à travailler main dans la main avec nos hôtes, parce que ce sont eux qui vont, quand vous parlez de votre expérience Airbnb, il y a effectivement l'expérience de réservation, mais le voyage en lui-même, c'est eux qui vont le fournir. Donc il y a vraiment besoin de grandir main dans la main et de pouvoir accompagner via des outils technologiques, mais aussi via des rencontres régulières. Donc il y a des choses qu'on fait constamment à l'échelle de la France et tous les pays où on est présent, c'est des meet-up. Donc on rencontre notre communauté, on organise, c'est souvent sous la forme d'un apéro ou d'événements plus thématiques pour découvrir des nouvelles fonctionnalités, tenir notre communauté au courant des nouvelles choses qu'on peut lancer, leur donner des conseils, leur permettre de se rencontrer aussi, parce que nos hôtes apprécient de pouvoir se rencontrer mutuellement et se donner des conseils l'un l'autre. Mais voilà, l'idée c'était d'aller un cran au-dessus et de pouvoir faire une conférence, un rassemblement où on pourrait réunir des membres de notre communauté. Alors évidemment pas tout le monde parce que ça serait un petit peu compliqué, mais de pouvoir permettre à nos hôtes de se réunir. Et cette année ça aura lieu à la Villette en novembre. On attend à peu près 6000 hôtes du monde entier. On a plus de 75 nationalités déjà qui se sont inscrites. Et l'idée c'est pas de faire la grand-messe et de dire voilà ce que vous allez faire, mais vraiment de co-construire les nouveaux outils, les nouvelles fonctionnalités. Donc il y aura différents formats, des ateliers, des sessions d'échange. On aura des ingénieurs qui seront là aussi pour pouvoir vraiment pas être juste dans un bureau et coder, mais vraiment rencontrer la communauté et entendre par la voix de la communauté ce dont ils ont besoin. Et puis l'idée c'est aussi de passer un bon moment, donc de réunir ces hôtes, leur faire vivre une expérience aussi de Paris qui est celle que peuvent fournir les hôtes parisiens, donc se retrouver à leur tour dans la posture du voyageur Airbnb. Et c'est un événement qu'on va faire annuellement. On l'a fait déjà à San Francisco l'année dernière, mais parce qu'on est une entreprise globale et qu'on ne veut pas se cantonner à San Francisco, cette année on a la chance, la petite équipe française, de pouvoir accueillir tous les hôtes à Paris. Alors on a une page aujourd'hui sur le site qui s'appelle la page hébergement responsable. Alors l'idée c'est de donner les grandes lignes mais aussi les ressources vers que ce soit le site de la mairie. Il y a plusieurs effectivement facteurs à prendre en compte. Il y a la réglementation de est-ce que je peux ou pas mettre mon logement. Donc ça on l'a assez bien simplifié sur le site. Après chaque ville a aussi ses règles. Donc c'est compliqué de faire une page où on mettrait 10 alinéas, 20 alinéas sur chaque condition. Donc après on renvoie vers les ressources plus personnelles de chaque personne. Donc il y a cette page et les
meet-up joue aussi ce rôle-là. Donc quand on organise les meet-up, donc les événements qu'on organise avec notre communauté, on en fait régulièrement sur Paris, mais pas que, justement pour pas se retrouver à centraliser ces questions-là. Donc on va régulièrement dans les villes en province, mais aussi dans les zones de vacances où on a pas mal de croissance. Et justement, c'est le genre de questions qu'on a pas mal dans ces rencontres et auxquelles on peut donner des réponses plus personnelles. Et notre service client répond aussi à ces questions-là, donc s'il y a besoin. Mais effectivement, sur le site, une page qui s'appelle Hébergement responsable, où il y a tout ça qui est résumé. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose qui est plus au niveau de la location saisonnière, donc ça peut concerner des personnes de chez Airbnb, mais pas que. Et ça, c'est une loi qui est plus propre à Paris, alors je peux détailler un petit peu, mais où en fait, vous pouvez louer votre résidence principale. Ce qui définit une résidence principale, c'est donc un logement que vous habituez 8 mois dans l'année, donc vous pouvez la louer jusqu'à 4 mois, où là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'autorisation particulière à demander à la mairie. En revanche, si vous louez une résidence secondaire, il vous faut une autorisation spécifique, et c'est sur ce critère-là que la mairie fait des contrôles réguliers. Alors, il y a eu pas mal de médiatisation autour de ça, mais c'est des choses qui sont contrôlées par une équipe de la mairie de manière régulière. Oui, les taxes de séjour. Oui, effectivement. Alors, dans les choses qu'on fait de manière plus proactive, on a conscience qu'il y a besoin d'informations. Donc, il y a tout ce volet-là avec la page qu'on a sur le site, mais aussi des communications plus régulières qu'on peut faire par biais de notre newsletter. Et là, récemment, parce que l'intérêt d'avoir des équipes en local, c'est aussi de pouvoir échanger avec les gouvernements, avec les villes, avec les différentes parties prenantes, les parties publiques, a été mis en place le prélèvement de la taxe de séjour à Paris. Ça aura lieu à partir du 1er octobre. Donc, ça fait partie des discussions qui avaient lieu depuis un moment, de simplifier les choses, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'hôte, vous deviez prélever 80 centimes, 83 centimes à chaque voyageur, ensuite aller faire un chèque à la mairie en fin d'année. Donc ça fait partie des choses qui étaient peut-être un peu, effectivement, avec pas mal de friction, pour reprendre le même vocabulaire, où l'idée, c'est de simplifier les choses, où quand vous faites la réservation, le prélèvement se fera directement et Airbnb transmettra le montant collecté à la mairie en février. Alors la maison d'hôte, effectivement, je pense. Sur l'autre volet, je pense pas. La maison d'hôte, on a toujours eu une catégorie chambre d'hôte sur le site. Et pourquoi ? Parce que c'est l'hospitalité en chambre d'hôte. La personne est là, elle vous accueille, et vous séjournez en chambre. Donc c'est assez semblable, effectivement, de l'hébergement, la chambre chez l'habitant. Après, ce qu'on observe davantage, c'est plutôt, par exemple, en zone de vacances, où on a peut-être davantage de résidences secondaires qu'on a pu en avoir avant sur les villes comme Paris, où on est quand même en grande majorité sur de la résidence principale. Donc c'est plus ce volet-là qui vient compléter, où on retrouve du coup un format qui est plus classique, de la location de vacances comme il existait bien avant Airbnb, qu'un glissement éventuel comme vous pouviez l'évoquer. J'ai pas entendu la fin. Pour les chambres d'hôtes. Alors les retours qu'on nous fait, c'est effectivement que, en tout cas des chambres d'hôtes, peut-être plus un peu sur l'ensemble du territoire en France, c'est qu'il y a un vrai intérêt pour attirer de la clientèle internationale, donc qui ont déjà, voilà, dont les affaires marchent très bien pour la clientèle française, mais auquel ça a apporté une visibilité supplémentaire pour la clientèle internationale, effectivement. Je pense que tout passe par le service et par l'accueil sur place, en fait.
Donc je pense que les gens imaginent, effectivement, il se crée quelque chose de numérique, donc il y a une envie qui se crée. Alors c'est encore plus réel avec Michel Augustin, parce qu'effectivement le produit, avant même de l'avoir consommé, on a déjà envie de l'avoir. Et pour l'hôtel, c'est un phénomène aussi qui existe. Donc c'est effectivement, les gens ont envie d'aller à cet hôtel, ils réservent à cet hôtel, ils ont l'impression que c'est formidable parce qu'ils ont vu des trucs sur les réseaux sociaux et qu'il y a une communication qui est très forte. Et effectivement, au moment où ils arrivent, il ne faut pas les décevoir. Et donc là, la seule solution, effectivement, c'est de passer par ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment une capacité à avoir du service, à avoir des gens qui correspondent aujourd'hui, on ne peut plus mentir. Il faut qu'une chambre qui a été vue sur Instagram ou sur Facebook ou même sur le site de l'hôtel soit vraiment exactement comme elle est. Il ne faut pas qu'il y ait de surprise, il ne faut pas faire des photos qui ont de grands angles, qui donnent l'impression d'avoir une chambre de 50 mètres carrés alors qu'elle fait 12. Pareil pour le bar et le restaurant, il faut que quand les gens rentrent dans l'endroit, ils soient pris en charge et vraiment le sentiment qu'ils en ont eu entre guillemets pour leur argent. Je pense que c'est un phénomène qui existe sur Airbnb aussi, de ne pas être déçu quand les gens arrivent sur place, de ne pas être déçu. C'est la grosse campagne de pub de Booking et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, pour le coup, il ne faut pas faire une communication qui est fausse. Ça, c'est vraiment très important, je pense. Ça serait mentir aux clients. Ouais. Alors ça, c'est très important. Et une des choses dont on s'est rendu compte, et d'ailleurs on a mis des outils après en place pour le permettre encore mieux aux clients, c'est l'utilisation de l'application de conciergerie d'un hôtel pour préparer son séjour. Donc ça s'est fait naturellement. Finalement, les clients ont utilisé l'application pour réserver leur transfert aéroport, pour réserver leur restaurant, pour réserver un spa à l'hôtel. Lorsqu'ils n'y séjournent que 2 jours, c'est pas simple de trouver des disponibilités. Et finalement, donc, ont été mis en place des outils dérivés, comme des envois de mailing pré-séjour, où on accompagne les hôteliers avec une vraie demande de personnalisation avant le séjour. Donc le client peut recevoir un email, illustré, ludique, qui casse un petit peu les codes de l'emailing traditionnel de l'hôtellerie, où finalement les emails sont un peu tristes et n'invitent pas vraiment à l'interactivité. Donc du coup, depuis l'email, vous avez la possibilité de choisir votre chambre, d'upgrader s'il y a des upgrades possibles, de chatter avec le staff, qui est une des fonctionnalités privilégiées en fait et préférées chez Hotel Cloud, et surtout de partager des informations sur vous. Alors aujourd'hui, on se rend compte quand même que donc, dans le domaine de l'hôtellerie, et beaucoup de rapports sont sortis à ce sujet, les clients sont de plus en plus à même de partager de leur personne et d'ouvrir un petit peu qui ils sont, bien sûr s'ils ont l'impression qu'on va en faire quelque chose après. Donc ça, c'est quelque chose aussi, c'est un grand débat, hein, la privacy, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire sur soi. Donc aujourd'hui, en fait, on partage un peu tout hein, quand même. Donc effectivement, on partage ce qu'on mange dans les restaurants sur Instagram, on montre ses photos, etc. Mais aujourd'hui, on s'attend à quelque chose en retour, à une certaine gratification, une certaine value. Donc ce trade-off un petit peu entre la privacy et la utility est très très fort dans l'hôtellerie. Et aujourd'hui, on est capable de dire quel âge on a, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on aime, mais on veut qu'en échange, l'hôtel nous propose des expériences adaptées. Et c'est toute cette personnalisation dont est à la recherche un petit peu le client. Il va s'ouvrir un petit peu avant en s'imaginant que sa chambre sera peut-être à son image lorsqu'il arrive à l'hôtel. Ah bah oui. Ah oui. Peut-être d'autres questions ? Monsieur ? Globalement, c'est plutôt une approche complémentaire. Quand on regarde de manière très factuelle les chiffres, il n'y a pas d'impact aujourd'hui sur les taux d'occupation
à mesure qu'on est grandi et même en fonction des destinations, même sur les marchés comme la France où on est peut-être plus avancé en termes de développement. Je pense qu'il y a plusieurs compléments. Il y a à la fois des séjours qui sont plus longs, donc peut-être que la motivation du séjour est différente. En tout cas, des retours qu'on a et en sondant régulièrement notre communauté, ce qu'on observe, c'est que c'est plutôt des séjours dans une ville où ils ont déjà peut-être séjourné une première fois. Donc ils veulent un séjour un peu différent, avec une expérience plus locale. Souvent, ils vont privilégier des quartiers différents aussi. Si on prend l'exemple de Paris, les quartiers qui marchent le mieux, c'est le 10e, le 11e et le 18e. Et le quartier qui se développe le plus, c'est le 15e. Donc on voit qu'il y a vraiment une recherche d'être comme un habitant, et que ce soit pour la clientèle internationale, mais aussi pour la clientèle locale. Donc il y a ça déjà. Et il y a aussi une question aussi de budget, avec un certain nombre de personnes qui nous disent qu'elles ne seraient pas venues, elles n'auraient pas séjourné sans Airbnb. Donc il y a vraiment certains voyageurs dont le critère primordial reste quand même le prix, et qui n'auraient pas séjourné, qui n'auraient pas voyagé sans ça, ou qui auraient séjourné moins longtemps. Il y a un truc assez marrant avec Airbnb qui semble être une menace pour les hôteliers. Je pense qu'il faut se poser la question à soi-même, en fait. C'est assez marrant de voir quand personnellement on voyage, de se dire à quel moment est-ce qu'on va avoir envie de cliquer sur Airbnb et à quel moment on va avoir envie de réserver un hôtel. Et en fait, c'est là où on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas une vraie menace. Parce qu'aujourd'hui, vous partez une semaine en Italie, vous dites je vais pas aller à l'hôtel. Peu de gens ont les moyens de faire ça, donc vous dites je vais louer une maison, c'est super, avec une classification avec des étoiles sur Airbnb, c'est génial, vous avez une caution. Vous allez 3 jours dans une ville un peu sympa, vous dites là j'ai trop envie d'avoir un hôtel. Vous allez 3 jours dans une ville un peu sympa, c'est la Fashion Week, tous les hôtels sont complets, et là vous dites je vais cliquer sur Airbnb. C'est vraiment 2 expériences complètement différentes, quoi. Je pense que les gens, moi je suis hôtelier maintenant, je défends pas forcément Airbnb, je trouve simplement que c'est complémentaire, et je pense qu'aujourd'hui, notamment dans des grandes villes, encore une fois, je ne veux pas parler pour la province où effectivement il peut y avoir des phénomènes, mais dans les grandes villes comme Paris, je pense que c'est absolument pas une menace, au contraire, c'est plutôt un coup de boost pour les hôteliers de se réveiller, de se dire un peu, faut qu'on ait du service, faut apporter des choses un peu complémentaires. Voilà. Et puis il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un pool fini de voyageurs qui vont se répartir dans des industries. Et c'est la même chose pour beaucoup d'industries, même comme le transport. On voit les chiffres. Aujourd'hui, la majorité des utilisateurs d'Uber ou d'autres VTC n'étaient pas utilisateurs de taxi à l'époque. Donc aujourd'hui, Airbnb ouvre une possibilité pour une autre sorte de tourisme. Et d'ailleurs, on en parlait avec Sarah tout à l'heure, dans des zones qui n'étaient pas du tout touristiques à l'époque, c'est vrai que ça ouvre des possibilités pour des gens de séjourner dans des zones, effectivement, pour les regroupements familiaux, visiter des familles, etc. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, la technologie et l'innovation ouvrent des marchés et sont des leviers de croissance, d'emploi pour des industries traditionnelles. Et c'est ça qui est aujourd'hui fascinant dans cette industrie, quoi. Merci beaucoup à tous nos intervenants. On a beaucoup parlé, effectivement, d'innovation au travers de tout ce qui a trait au communautaire, également au concept, au produit, retour à certains fondamentaux, le goût dans la restauration, on peut parfois l'avoir perdu de vue. Moi j'aurais une question en fait pour Solène, vu qu'on a parlé de communautaire. Alors la communauté OCO, elle est encore très modeste, mais elle est incroyablement grandissante. Et surtout, Michel parlait de taux d'engagement. C'est vraiment ça qui se passe chez nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a des fans, des gens qui vont dans nos hôtels, qui likent sur les réseaux sociaux, qui invitent leurs amis aux événements et qui sont venus ce week-end au brunch. On avait certains de nos clients qui sont venus nous voir en disant j'avais envie de vous rencontrer en vrai, parce qu'on va souvent dans vos hôtels. Moi, je vais souvent à Nantes, je suis accueillie par Annette, c'est super, j'avais envie d'en parler avec vous. D'ailleurs, j'ai proposé à mes collègues d'entreprise, j'ai proposé à ma belle-sœur de venir. Et tout ça, c'est pour les hôteliers qui sont hôteliers de carrière depuis longtemps, c'est quelque chose qui est vraiment assez compliqué à comprendre et à appréhender.
mais il y a un véritable effet de la communauté et des réseaux sociaux. Un exemple tout simple, le premier jour où on a lancé la page Facebook de l'événement L'Escale Parisienne, notre directrice nantaise m'a appelée en disant « Écoute, je suis hyper contente, ça y est, ça a commencé. J'ai eu un coup de fil d'une personne qui est responsable de prod pour une chaîne de télé française qui m'a dit « J'ai vu sur Facebook une amie qui allait à l'événement, on vient à Nantes la semaine prochaine et on vous prend 20 chambres. » Et c'est très très concret. Donc bien sûr, on vend de l'image sur les réseaux sociaux, on vend une aventure, on vend une expérience client, mais il y a des vrais leviers business derrière. Merci. Merci beaucoup à Olivier, Sharon, Michel et Sarah. Bien évidemment, n'hésitez pas à leur poser des questions tout à l'heure à l'occasion d'un petit café et d'un petit cocktail, certainement Michel et Augustin. Merci beaucoup. On va prendre 10 minutes d'interruption avant de passer à la seconde table ronde.